Merci beaucoup pour votre invitation cet après-midi. Très heureuse d'avoir entendu Administration moderne, dont j'ai fait partie pendant de nombreuses années, et de voir que vous organisez une après-midi aussi complète sur tous ces sujets, dont beaucoup, je dirais, font écho à l'histoire de chacune. Quand on a fait des études scientifiques, ce qui est mon cas, et qu'on s'aperçoit 25 à 30 ans plus tard que le taux de femmes a à peine augmenté, ou que la situation est à peu près la même, on se dit que la jeune fille qu'on était se serait sans doute posé beaucoup de questions à l'époque si elle avait su qu'on n'aurait pas beaucoup évolué à ce moment-là. Alors, je suis ici effectivement, peut-être, je vais quand même faire le lien avec ce qui a été dit dans la précédente table ronde sur la féminisation des métiers. On a beaucoup parlé des métiers féminins, du risque de dévalorisation des métiers. Je voudrais signaler que la profession bancaire, ou vous le faire savoir, mais vous le savez certainement, c'est une profession où les femmes sont nombreuses. Elles sont même nombreuses à avoir le statut de cadre. Les femmes, c'est 48% de la population active dans l'ensemble. S'agissant de la banque, c'est 57% des femmes. Et parmi ces femmes, 49% des cadres bancaires sont des femmes. Donc, c'est contre 33% dans l'ensemble de la population. Donc, je dirais que la parité chez les cadres est toute proche, s'agissant des cadres dans leur ensemble. Je voudrais dire que ça vient du fait d'efforts, ou plus exactement, tout simplement, d'un mouvement naturel de recrutement dans les sciences économiques, commerciales, et les sciences de l'ingénieur dès l'embauche. Ça vient aussi de possibilités de promotion qui sont importantes dans les secteurs, et donc je vais venir à la question de la formation également, puisque aujourd'hui un très grand nombre de femmes dans la banque font l'objet de promotion, plus exactement sont le sujet de promotion. Je pense que le sujet des biais genrés et de l'acceptation des situations de violence dans la banque est pris en compte, non pas parce que la moitié des banquiers sont des banquières, mais parce que tout simplement c'est un sujet de société. Et donc, dans la banque comme ailleurs, et c'est vraiment mon message, les banques sont un élément de la chaîne. Les notaires, s'agissant de celles qui ont un patrimoine, sont un élément de la chaîne. Les services sociaux, quand ils distribuent des prestations sociales, quand ils remplissent des dossiers, sont un élément de cette chaîne. Et c'est une chaîne de solidarité. Et donc, s'agissant de la constatation, parce que la cliente en fait état de violences conjugales passant par les violences économiques, ce sont des constatations qui peuvent faire l'objet de signalements. Donc, ce sont des cas qui, quand ils sont, je dirais, exposés à la banque, sont bien entendu identifiés et relevés comme tels. En revanche, penser qu'il y a des moyens de détection du fait que, par exemple, un outil d'un conjoint est utilisé uniquement par l'homme ou uniquement par la femme et de façon confiscatoire, là, je pense qu'on est à la limite entre finalement la vie privée et le fonctionnement du compte. Et par conséquent, je crois que l'enjeu que nous avons dans notre secteur, comme dans tous ces secteurs qui font partie de la chaîne dont j'ai parlé, c'est de faire en sorte que les associations, quand elles suivent un cas, quand elles suivent une personne, trouvent un relais auprès des banques pour faire connaître les situations et permettre de les dégonfler. Mais je vais caricaturer deux situations. Il peut y avoir celle où un couple fonctionne très bien avec un conjoint, et d'ailleurs où c'est un seul des conjoints qui l'alimente et qui l'utilise au nom des deux. C'est quelque chose qui est réputé commun. Et je crois que tout l'effort que nous avons à faire, c'est de faire connaître aux clients comment ça fonctionne, puisqu'on est tous très contents quand un instrument fonctionne bien, et on est tous extrêmement mécontents quand ça ne va pas. Donc, je vais vous présenter ce mini-guide. On a des outils de ce type qu'on est tout à fait prêt à partager avec les réseaux et avec les associations, qui expliquent comment fonctionnent les comptes bancaires et qui expliquent notamment comment ils fonctionnent quand ça ne va plus. En cas de séparation, par exemple, en cas de séparation conflictuelle ou en cas de séparation, je dirais, acceptée par les uns et les autres. Donc ça, c'est vraiment une chose sur laquelle on insiste beaucoup, qui est de pouvoir diffuser l'information aux clients, leur faire connaître, tout en conservant la liberté des différents instruments possibles. Voilà.
Et donc, je D'accord. crois que vraiment, on peut tout miser sur l'information. Alors oui, il y a un effort de sensibilisation à l'information, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin en conditionnant, par exemple, l'ouverture d'un compte joint à une obligation pour les deux parties, le conjoint et la conjointe, d'ouvrir en parallèle un compte personnel? Est-ce que ça, c'est possible? Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le principe de liberté qui compte et que l'obligation d'ouvrir un compte individuel quand vous ne le souhaitez pas, parce que pour diverses raisons je dirais, papier ou autre, vous n'avez pas envie d'ouvrir plusieurs comptes et que vous souhaitez fonctionner avec un seul compte, le rôle, c'est d'expliquer que, encore une fois, le jour où ça ne va pas, peut-être vous mordrez-vous les doigts d'avoir pris cette décision. Par ailleurs, il est à tout moment possible d'ouvrir un compte joint individuel. Donc ça, c'est un élément à faire connaître également. Et par ailleurs, vous pouvez avoir des personnes qui ne souhaitent pas faire savoir à leur conjoint qu'elles ont un compte individuel. Donc, je pense que la question du conditionnement ou de l'obligation, elle n'existe à aucun moment. Par contre, faire savoir à tout moment que le compte joint entraîne une responsabilité collective et une mise en commun complète qui finit par poser un problème, je crois que c'est important de le faire savoir et d'avoir de bons relais avec les associations pour que, quand ça tourne mal, eh bien, ces informations soient diffusées plus rapidement sur la manière de désolidariser les comptes et d'ouvrir un compte spécifique, un compte seul. D'accord. Merci. Alors pour finir, je vais vous poser une question commune, Hélène Périvier et Maya Attig. Au regard des multiples violences économiques que nous venons de soulever, est-ce qu'il n'est pas urgent de sensibiliser les filles et les garçons dès leur plus jeune âge aux questions d'autonomie financière et budgétaire Oui, à chaque étape de leur vie? alors, je suis désolée parce que je crois que je vais me faire hurler dessus par Voilà, on a un module qui s'appelle «J'invite un banquier dans ma classe», mais alors on l'a fait avec le E entre parenthèses, mais la prochaine édition sera avec l'écriture inclusive. C'est une opération que nous menons tous les ans avec plusieurs milliers de banquiers et de banquières dans les classes, dans lequel nous expliquons les fondamentaux de la gestion du budget d'une famille, du fonctionnement d'un compte, du fonctionnement d'une banque. L'idée étant de sensibiliser les enfants, donc ça dure 1 heure, 2 heures, sous forme de jeu. Alors, si vous voulez, ce n'est pas l'éducation en tant que telle, hein, on ne se substitue pas non plus à l'éducation nationale, mais c'est un programme dans lequel, lors d'une audition parlementaire récente, on s'est engagé à pouvoir, je dirais, glisser des messages sur l'importance que l'argent ne soit plus un tabou, ne soit pas un tabou dans le couple. Voilà, donc on parle à des enfants hein, qui ont 8 ou 9 ans, mais il n'est jamais trop tôt pour donner de bonnes questions. Et pardon, Madame Périvier, parce que je crois que je vous ai coupé la parole, mais je tenais à montrer notre jeu éducatif.